Depuis une quinzaine d'années, il y a eu toute une réécriture de l'histoire algérienne et on est en train de refaçonner non seulement l'histoire, mais l'identité algérienne. Lorsque les puissances impérialistes ont colonisé les différentes parties du monde, que ce soit en Asie ou au Moyen-Orient, elles ont toujours cherché à s'immiscer dans les différences essentiellement religieuses. Au Maghreb, ayant un paysage religieux homogène, c'est-à-dire musulmans, sunnites et même malékites, elles se sont donc concentrées, enfin la France plutôt coloniale s'est plutôt concentrée sur la différence ethnique entre arabes et berbères. Et donc, afin de procéder à la politique du diviser pour mieux régner, elle a exploité cette différence et forgé cette idéologie peu à peu pour marquer une différence entre arabes et berbères qui, au bout de plusieurs décennies, deviendra l'idéologie berbériste que nous connaissons aujourd'hui. Les Arabes, quand ils sont arrivés au Maghreb, apportant le message de l'islam, ils ont identifié une population autochtone que déjà les Romains et les Grecs avaient appelé les barbares et donc que les Arabes avaient appelé Belad al-Barbar. Et donc à partir de cela, on a commencé à voir une différence entre les autochtones et les nouveaux arrivants, les Arabes. Et au fil du temps et sur les 1000 ans qui ont suivi, on a eu tantôt des émirats qui étaient des dynasties berbères et des dynasties arabes, et essentiellement une fusion entre les deux, puisque l'étendard principal était l'islam. Donc le Maghreb était musulman et était arabo-berbère. Cette différence a toujours existé, mais elle n'a pas été exploitée de manière politique, comme ça a été le cas avec l'arrivée de la France coloniale, qui a pratiqué la politique du diviser pour mieux régner, justement en créant l'idéologie berbériste. Lorsque la France entame la campagne de colonisation de l'Algérie, elle se fait en plusieurs étapes. Donc la première, une étape militaire, la seconde, une étape agricole, puisqu'elle envoie des laboureurs s'approprier les terres, et la troisième, qui a été très importante, c'était d'envoyer des anthropologues qui a étudier la société locale. Et donc, cette société a eu pour mission d'identifier les différences et de pouvoir amener des éléments que la France coloniale, l'administration coloniale allait exploiter. Donc, ayant identifié différents groupes berbères, les Chaouis, les Mozabites et aussi les Kabyles, il y a eu on a misé sur la Kabylie en raison de sa géographie. Elle était proche de la capitale, elle était côtière et surtout, elle avait une population qui était assez pauvre, donc qui pouvait être exploitée facilement. Il y a eu aussi, il faut le reconnaître, une alliance au début de la colonisation, plus que des notables comme Ahmed el-Moqarani, qui était un chef de tribu noble. C'est immédiatement allié à la France et l'alliance a perduré une quinzaine d'années justement, ce qui a favorisé déjà une implantation de la présence française en Kabylie et qui, au fil du temps, se renforcera lorsque les pères blancs décideront que c'est à partir de la Kabylie qu'ils implanteront les fameux missionnaires des pères blancs, du père Lavigerie. Une fois la colonisation de l'Algérie complètement entamée, il y a eu ensuite, par la suite, au début du XXe siècle, donc la naissance des mouvements nationalistes qui, a priori, visaient une assimilation pardon, avant une quête indépendantiste. Mais pour briser cet élan, il fallait donc revenir à exploiter les éléments exploitables de la société algérienne, à savoir cette différence entre arabes et berbères. Elle a peiné à prendre et il a fallu attendre 1949, la fameuse crise berbère, où justement les premiers berbéristes ont tenté d'imposer cette nouvelle idéologie dans la formation et dans les nouvelles plateformes politiques qui allaient être les éléments les premiers textes fondateurs de l'Algérie indépendante. Au moment où il y avait une guerre, il fallait fédérer tout le monde et on a mis cet argument de côté. En revanche, après l'indépendance, ces mouvements ont été bien exploités par la France postcoloniale qui n'a jamais véritablement digéré l'indépendance de l'Algérie. Et donc, l'administration française a commencé à miser sur le berbérisme en soutenant financièrement, en apportant, en accueillant les militants dits berbéristes pour leur proposer de l'aide,
politique, financière, etc. Et c'est pour ça qu'en 1966, avec l'aide d'un des lieutenants de Charles de Gaulle, qui s'appelait Jacques Péné, on a vu la création de l'Académie berbère. Et c'est à partir de cette création que tout ce que l'on connaît aujourd'hui du berbérisme moderne, c'est-à-dire le fanion avec la lettre que l'on reconnaît aujourd'hui qui symbolise les berbères, le calendrier, le temesir, toutes ces choses-là qui n'existaient pas, qui ne font pas partie du patrimoine berbère maghrébin antérieure à la présence française. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit la naissance de ce mouvement politique, idéologique, et bientôt qui deviendra non seulement sécessionniste, mais aussi violent, puisque déjà dans les années 70, il y a des attentats terroristes commis par des éléments berbéristes, et on voit une évolution du mouvement qui peu à peu crée la division au sein de la société algérienne. Depuis une quinzaine d'années, il y a eu toute une réécriture de l'histoire algérienne et on est en train de refaçonner non seulement l'histoire, mais l'identité algérienne. C'est-à-dire que toutes les valeurs, tout le patrimoine oral, écrit, avec lequel des générations d'Algériens, que ce soit post-indépendance, pendant la colonisation ou avant la colonisation française, ces histoires-là avec lesquelles nous avons tous grandi, sont complètement effacées au profit d'une nouvelle histoire qui place l'Algérie un peu dans le giron de la France. C'est-à-dire que quand on revient à une berbérité antique, qui était pro-romaine, par exemple, en faisant la promotion d'un Massinissa, qui était pourtant un vassal de Rome, on se place automatiquement dans le giron de l'Occident et on a tenté, par la promotion de cette idéologie devenue assez violente et basée sur un racisme anti-arabe très assumé, de vouloir nous divorcer de la famille arabe auquel nous avions toujours appartenu. Donc il fallait revenir sur ces thèmes-là et les challenger en quelque sorte par des arguments que j'apporte via ce livre. Depuis plusieurs années, moi déjà, je milite dans les mouvements antisionistes en Angleterre et j'ai véritablement appris à comprendre comment la logique et l'idéologie sioniste s'est façonnée au cours du siècle dernier et elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Alors évidemment, le berbérisme n'est pas le fruit d'Israéliens ou de sionistes, mais le parallèle avec l'idéologie sioniste, la manière les mythes, comment ils se sont imposés en Algérie avec un matraquage médiatique, avec un refus du débat, avec un dénigrement de l'histoire, avec une réécriture de l'histoire, avec un racisme aussi anti-arabe assumé, le parallèle est devenu très évident. Et c'est par rapport au parallèle avec l'évolution du sionisme que je fais un parallèle avec l'évolution du berbérisme, d'où le titre Berbère de Sion.